Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR. J'ai une petite voix ce matin, je pense que vous me pardonnerez aisément. L'équipe de France a sorti le Canada en quart de finale des Jeux Olympiques hier, 82-73, et s'est qualifié pour les demi-finales et pour une revanche contre l'Allemagne vendredi. J'ai la chance d'avoir pu aller au match, assister à ça, c'était fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est comment dans une compétition internationale comme celle-là, où c'est évidemment très différent de ce qu'on a l'habitude de suivre en NBA au quotidien, on peut passer de la déception totale et du doute après 3 matchs où on a longuement débattu sur le fait qu'on n'y croyait pas tout simplement, qu'il y avait des limites qui semblaient impossibles à surmonter, surtout contre un adversaire comme le Canada. Et donc on passe de ça à repartir d'une rencontre avec des étoiles dans les yeux. On n'était pas du tout sûr que les Bleus avaient ça en eux. Par ça, j'entends une énergie, une capacité à se battre, à défendre de manière incroyable pendant tout le match, à trouver des solutions parfois inattendues en attaque, à résister à l'un des 5 meilleurs joueurs NBA sur les 2 dernières saisons. Et bon sang, Shai Gilgeous-Alexander, en vrai, c'est vraiment impressionnant. Depuis la salle, c'est encore plus fou qu'en NBA. Il met 27 points, il était un peu trop seul, clairement, mais une fluidité athlétique invraisemblable. Le mec est un chat. Et voilà, et puis ce match a montré que les joueurs pouvaient aussi se nourrir, avaient besoin d'une ambiance aussi folle que ça, parce qu'honnêtement, j'avais jamais vu un tel boucan pour un match de basket. J'ai fait quelques salles quand même, mais au foot, oui, ça arrive fréquemment, sans qu'il y ait forcément besoin d'un contexte. Mais là, franchement, c'était quand même le summum de ce que j'ai pu voir ou entendre dans une salle de basket. On s'entendait pas du tout. On s'entendait absolument pas. Et je pense que les joueurs eux-mêmes ne s'entendaient pas forcément. Et ça a donné une atmosphère invraisemblable. Les gens qui étaient dans les tribunes, je pense que les Américains, les Canadiens ont dû se dire que c'était fou. Alors ils avaient déjà pu expérimenter ça à Lille, j'y étais pas, mais tout le monde était d'accord pour dire que l'atmosphère et l'ambiance autour des matchs étaient folles aussi, avec encore plus de spectateurs dans le stade. Là, c'était fou. Le public a pas arrêté une seule seconde. Sur certains gros paniers, c'était une explosion, une détonation. Et voilà, je suis quand même très 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 heureux d'avoir pu assister à ça, parce que c'est quand même pas tous les jours. Pour revenir sur ce match, il y a eu zéro relâchement dans l'effort. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Il y a eu des aides défensives, il y a eu des tâches individuelles défensives qui ont été super bien exécutées. Je pense à Nicolas Batum, à chaque fois qu'il avait dû essayer de freiner chez Gilgeous-Alexander notamment, il lui a pas rendu la vie facile, et ça l'a gêné et ça l'a usé. Sur la fin, il était toujours très fort, mais c'était plus difficile pour lui de marquer des paniers. Donc bravo pour ça aux Bleus, bravo aussi à Vincent Collet qui a presque la chance de ne pas aller sur les réseaux sociaux ou d'écouter des émissions et des podcasts sur le basket comme le nôtre. Evan Fournier l'a dit, il y a eu un speech, il y a eu une approche tactique qui a fonctionné. Donc il y a eu du coaching avec des choix aussi, même si Rudy Gobert était blessé au doigt avec des points de suture, on a vu la photo après. Il pouvait clairement jouer plus que 3 minutes, ou en tout cas c'était le plan, c'est-à-dire que si ça se passait bien, il jouerait plus que 3 minutes. Mais ça a été difficile pour Rudy au niveau du rythme. On l'a bien senti quand il est entré, c'était compliqué pour lui, c'était un match qui allait très vite, où ça défendait très fort. Et au final, les intérieurs qui ont été là à sa place ont fait un job exceptionnel, tout simplement. Je pense. On peut se dire que oui, Rudy a eu du mal à rentrer dans le match, mais c'est parce que le rythme était vraiment trop élevé. Et d'ailleurs, certains joueurs comme Nando sont pas du tout rentrés, par exemple, ou Mathieu Strazel, qui a normalement pas de problème avec le rythme. La rotation s'est un peu resserrée, et je pense que ça a été une bonne chose, un bon choix de la part de Vincent Collet. Pour les intérieurs, je parlais des intérieurs, il y a le cas particulier de Victor qui a eu un peu de mal offensivement, qui avait du mal à trouver ses positions préférentielles, qui a été maladroit même quand il a eu certaines bonnes positions, mais il n'a pas forcé. Il s'est transformé en défenseur playmaker, je trouve. Je l'ai trouvé très bon et très dissuasif en défense. Et aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder la feuille de stats en même temps que je vous parle, mais il me semble que c'était le meilleur passeur des Bleus avec 5 passes décisives. Il a été actif. Il finit donc avec 7 points et à 2 sur 10, mais il y a l'activité au rebond, 12 rebonds, avec 5 passes et 3 interceptions et un contre. Donc il a su ne pas forcer. Et Victor, c'est donc un cas particulier parce que les deux autres, je les ai trouvés incroyables.
J'ai trouvé Mathias Le Sort. Les Canadiens avaient aucune réponse. Les Canadiens avaient aucune réponse pour l'énergie et le physique de Mathias Le Sort. Il allait 14 fois sur la ligne. Il a rentré 9 de ses 14 lancés pour finir avec 13 points. Et oui, il avait une énergie folle. On le sait depuis plusieurs années qu'en Europe, c'est un joueur incontournable. Je sais plus, je crois que c'est Vincent Collet qui se demandait pourquoi Mathias Le Sort n'avait pas de contrat en NBA. C'est un joueur qui avait été drafté par Philadelphie à l'époque, mais parfois, parfois faut se contenter de l'Europe qui est déjà incroyable, et c'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe à son poste depuis quelques années. On l'a vu encore récemment, et ça se traduit dans ces rencontres-là. Et c'est la même chose pour Gershon Yabusele, qui a eu aussi l'occasion de goûter à l'NBA avec Boston et qui rayonne en Europe avec le Real Madrid depuis pas mal d'années aussi. Gershon a été exceptionnel. Gershon met 22 points, lui aussi a été 9 fois sur la ligne, il a été dans l'agressivité, il n'y a pas eu de réponse non plus pour lui, il a toujours dominé quand il a attaqué le cercle ou quand il a shooté de loin. Le premier panier du match, c'est lui à 3 points qui donne déjà le ton, avec sa coupe French Ben Wallace, il l'appelait les gens, il y a des Américains autour de moi, French Ben Wallace, pour la coupe, ouais, pour le style, c'est quand même meilleur offensivement que Ben Wallace, tout en étant évidemment moins fort que Big Ben défensivement, mais Gershon Yabusele a été incroyable. Donc pas de réponse non plus pour les Canadiens pour essayer de le limiter. Et les externes, on a eu, depuis le début du tournoi, on a des difficultés pour remonter la balle, on a des difficultés pour créer du jeu. Ça n'a pas été la fête de la création du basket, hein, attention. Par contre, même s'il y a encore eu des difficultés pour remonter le ballon parfois, pour dans l'utilisation du ballon, entre Franck Ntilikina, Andrew Albisi, tous ceux qui ont eu beaucoup le ballon en main, mais à côté de ça, tout le reste a été très bon. Je veux dire, ils ont tous été bons défensivement et ils ont réussi à mettre dedans. En tout cas, certains d'entre eux. Je pense à Evan Fournier qui finit avec 15 points, avec ce tir un peu miraculeux à la fin pour assassiner le Canada définitivement. Et on le voit extérioriser avec tout ce qu'il y a eu avec Vincent Collet. Enfin, l'espèce de polémique avec les déclarations interposées. Qui ont été jugés inacceptables de la part d'Evan. Bon, c'était finalement pas grand chose, ils ont réussi à communiquer, la confiance est toujours là. Et le voir extérioriser comme ça, en disant il y a quoi maintenant, c'était quand même un grand moment. Et puis surtout pour moi, le grand bonhomme de ce match, en tout cas sur les postes extérieurs, celui qui a été le facteur X absolument incontestable, Isaiah Cordigné. S'il n'est pas là, s'il n'a pas cette confiance irrationnelle, si sur ses tirs, sur son agressivité, là lui aussi il l'a eu, ça a été global cette agressivité chez les Bleus, et Cordigny a été un bon exemple, je trouve. Il donnait l'impression qu'il voulait postériser tout le Canada entier à chaque fois qu'il attaquait le cercle. Il y a 2-3 situations où il essaye d'aller au dunk, il a provoqué, il a essayé, c'est des choses qu'on voyait pas tant que ça, et lui il a amené ça, il a mis du rythme, il a défendu, il a rentré ses shoots, je l'ai dit, il finit avec 20 points, à 4 sur 5 à 3 points. Je pense vraiment que les Canadiens se sont dit, mais... Alors peut-être pas qui c'est ce gars-là, parce qu'ils ont des scouts quand même, ils ont des mecs qui regardent, ils ont des joueurs qui connaissent un peu le basket, mais je pense quand même qu'ils s'attendaient pas à prendre 20 points, à 4 sur 5 à 3 points de la part d'Isaiah Cordigné, que j'ai trouvé, je pense que ça a été... c'est son match référence. Il a toujours été plutôt bon, je trouve, déjà en prépa, où il était titulaire, il était bon. Sur ses entrées, sur les 2 premiers matchs, il était plutôt bon. Et même si on remonte un peu au mondial, je trouve qu'il était déjà bon au milieu du marasme, en tout cas sur les derniers matchs qui étaient des matchs de classement et qui comptaient pour du beurre. Je pense qu'il a en partie convaincu et gagné sa place à ce moment-là, parce que Vincent Collet a vu qu'il pouvait compter sur lui, et donc il a été redoutable, et je trouve qu'il a vraiment donné le ton, et à chaque fois qu'il était sur le parquet, j'ai l'impression que les Bleus creusaient l'écart, en fait, tout simplement. Et je vous dis ça en même temps que je regarde le box score, et Isaiah Cordigné est à plus 19, donc c'est le meilleur plus-minus de toute l'équipe, avec Gershon Yabusele plus 13, Victor Wembanyama plus 8, Franck Ntilikina plus 13 aussi, qui est sorti à cause des fautes, qui est sorti en cours de match après 17 minutes de jeu. Mais voilà, tout ça pour dire que les Bleus ont été incroyables. L'exploit a été un peu inattendu, parce qu'on pensait que les individualités canadiennes feraient la différence. Moi le premier, honnêtement, j'espérais juste une belle prestation et voir même une sortie dans la dignité, et clairement on a tous ou presque manqué de lucidité à ce moment-là sur cette équipe, et je pense que je suis pas le seul à être absolument ravi de m'être trompé sur leur capacité à battre le Canada. Le Canada qui s'est reposé sur 2 joueurs finalement, Shai Gilgeous-Alexander, 27 points à 9 sur 19,
RJ Barrett avec 16 points, 16 points à 6 sur 11, qui a été plutôt bon, mais un peu discret après sur la suite du match. Il a rentré quelques tirs qu'on semait un peu le doute. Le Canada est revenu un moment à -5, je pense. Mais voilà, je pensais quand même qu'il y aurait un Jamal Murray, par exemple, qui a décidément du mal avec le Canada, qui a shooté à 3 sur 13 et qui a fini avec 7 points. Même des joueurs comme Nickeil Alexander-Walker, qui a quasiment pas joué. On a Andrew Nembhard, il a pas pris le moindre tir en un quart d'heure. Dillon Brooks, il a très rapidement tenté de se mettre le public à dos, de jouer dur, de flex un peu comme on dit, et ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'il a shooté 1 sur 9, il n'a pas été très impactant en défense, il a pris 4 fautes. Bon. Le Canada a été très décevant, au-delà de l'énorme intensité qu'ont mis les Bleus, et la victoire est totalement méritée parce que les Bleus ont mené de bout en bout, et voilà, encore une fois, je suis ravi d'avoir assisté à ça. Il y avait d'autres matchs, c'était le match champagne du jour, le match plaisir. Et il y avait quand même d'autres matchs, notamment celui de notre futur adversaire, à nouveau l'Allemagne, qu'on retrouvera vendredi, ce vendredi à 17h30, donc à ne pas rater ce match évidemment. L'Allemagne qui s'est imposée contre la Grèce après avoir quand même souffert pas mal en début de match, gros début de match des Grecs. Et petit à petit, l'Allemagne a serré la vis, a retrouvé son intensité défensive et son efficacité devant. Et après avoir été mené de 10 points, les Allemands, 10 points en début de match en tout cas, après le premier quart-temps, et avoir été à égalité à la pause, les Allemands se sont imposés 76-63. Là, c'était pas un match très très offensif, mais les Allemands y sont parvenus. Parmi les joueurs importants, je trouve que Isaac Bonga a été... déjà, il fait un très bon tournoi, et il les a aidés à sortir un peu du trou. Il met que 9 points, mais il fait plus 22 en plus-minus. Et bon, Dennis Schroeder qui a été le métronome habituel, 13 points, 8 passes, et Franz Wagner, 18 points. Les Allemands ont mis du temps, les Allemands n'ont pas été souverains, mais ils ont quand même sorti vainqueurs à nouveau grâce à tout ce qu'on dit d'eux depuis le début de la compète. C'est-à-dire que c'est une équipe qui sait qui elle est, qui sait sur qui s'appuyer, à quel moment appuyer, de quelle manière. Et puis, on va avoir le droit à une revanche en espérant qu'on aura tiré les leçons de ce qu'a été une leçon de basket sur le premier match. Et globalement, sur plusieurs compétitions, les Allemands ont quand même un petit avantage psychologique sur nous. J'espère que ça changera avec cette demi-finale déjà, du tournoi olympique, qui sera donc vendredi à 17h30. Dans les autres matchs, il y a eu un thriller incroyable. C'était un peu plus tôt dans la journée, avant le match de l'équipe de France. Le Serbie-Australie. Si vous avez l'occasion de vous faire une rediff, pareil, n'hésitez pas. Parce que les Serbes ont cravaché pour revenir et se sont imposés 95 à 90 en prolongation, après avoir été menés 31-17 dans le premier quart-temps, après avoir compté, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 23 points de retard. Ils sont revenus, ils sont repassés devant, ils ont pris un tir incroyable à la Patty Mills, FIBA Patty Mills. On avait annoncé, si vous avez écouté le CQFR hier avec Maxime, on avait annoncé que ça pouvait être potentiellement le match où Patty Mills se réveille. Patty Mills a fini avec 26 points à 11 sur 21 avec ce tir qui a permis d'arracher la prolongation, mais au final les Serbes, notamment grâce à Nikola Jokic, ont réussi à gagner à la fin. Jokic finit avec 21 points, 14 rebonds, 9 passes et 4 interceptions, avec également des bonnes prestations pour Bogdan Bogdanovic qui a manqué quelques shoots mais qui a quand même fini avec 17 points. Vasilij Micic, 14 points. On a eu aussi Alexa Avramovic. J'en en avais parlé en début de compétition de ce joueur. Il est pas étonnant, je pense, pour les gens qui suivent le basket européen au quotidien, ce qui n'est pas mon cas. Mais ça fait 2 compétitions de suite que je le trouve vraiment, vraiment très très bon. Et lui aussi il fait partie de ceux qui ont déclenché ce succès, qui ont provoqué ce succès, qui ont provoqué le retour déjà et ce succès. Et même s'il met que 10 points, il finit avec plus 23 aussi, ce qui est, je trouve assez significatif. Et les Serbes qui donc vont retrouver Team USA au prochain match en demi-finale. C'était un peu les demi-finales attendues quelque part. Il n'y avait pas eu d'énormes surprises. Les Serbes faisaient partie des favoris, les Allemands, vu leur tableau, faisaient aussi partie des favoris et étaient favoris contre la Grèce. Et les États-Unis donc qui affronteront la Serbie, qui sont littéralement promenés contre le Brésil 122 à 87. Il y a un bref moment dans le deuxième quart-temps où le Brésil, si je ne dis pas de bêtises, est revenu à 8 points. En tout cas, je me suis fait la réflexion pendant le match qu'ils étaient à 8 points et que en quelques minutes, ils sont passés à plus 20.
les Américains qui se sont baladés tout simplement. Il y a le début de match très bien mené avec LeBron James qui a été playmaker, qui a distribué 9 passes en 16 minutes avec 12 points à la clé aussi. Un bon Joel Embiid, j'ai trouvé sur les 12 minutes qu'il a joué, son entame de match était agressive, était dominante, 14 points et 7 rebonds pour Joel Embiid. Devin Booker, excellent, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a cette constellation de stars, notamment le trio de vétérans, avec LeBron, Curry et KD. Devin Booker, comme c'est un luxe d'avoir un mec comme ça, qui est à 4e, 5e option en théorie, et encore c'est peut-être plus en fonction des situations et des matchs. Devin Booker, 18 points à 5 sur 7 à 3 points. Donc excellent match à nouveau pour Devin Booker. Anthony Edwards a fait son truc, 17 points à 6 sur 10. Voilà, globalement, il n'y a pas eu de difficulté pour les Américains. Il y en aura peut-être un petit peu plus contre la Serbie, mais on a vu qu'en sur la phase de poule, les Américains avaient déjà battu la Serbie et je ne m'attends pas spécialement à une énorme surprise dans cette demi-finale, et je pense que la voie est quand même toute tracée pour Team USA qui continue d'avoir une supériorité sur les individualités, sur le physique, sur la défense. C'est ce que je disais dans nos discussions avec Antoine et Théo qui étaient plus sceptiques sur le côté invincible de cette équipe. Pour moi, là, en l'état actuel, elle reste invincible parce qu'ils n'ont même pas besoin que Steph Curry soit à droite, ils n'ont pas besoin que Kevin Durant, LeBron James et d'autres jouent plus qu'un quart d'heure, 20 minutes dans les matchs. Donc rien qu'avec ça, je pense que la messe est dite, mais c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il faut pas leur proposer une belle opposition si on a la chance d'aller en finale des Jeux Olympiques. Hein. Quand je dis 11, ça peut être la France, l'Allemagne ou n'importe quelle équipe. En fait, c'est juste que ça me paraît un peu compliqué avec cette équipe-là. Voilà pour le CQFR d'aujourd'hui. Non, c'est pas terminé. Il faut évidemment parler du programme de la journée. Dans le programme de cette journée, il y a un rendez-vous et plusieurs rendez-vous. Hein. Si vous aimez le basket, vous regarderez tous les matchs, vous serez branchés sur toutes les rencontres. Il y a le tournoi féminin qui se poursuit, qui reprend aujourd'hui. En match phare, évidemment, France-Allemagne pour nous à regarder à 18h. Les Françaises, encore une opposition avec l'Allemagne. Dans plein de sports, dans ces JO, il y a eu des oppositions avec les Allemands et les Allemandes en sport co. Les Françaises sont favorites. Attention quand même parce que l'Allemagne était dans le groupe de Team USA. L'Allemagne a battu la Belgique. L'Allemagne est sortie deuxième en se défendant plutôt bien contre les Américaines. L'Allemagne a une star, voire une superstar, qui est l'une des meilleures joueuses de WNBA maintenant, Satou Sabali. Et les Allemandes sont en pleine progression. Quelques interrogations sur l'état physique de certaines joueuses allemandes qui sont incertaines. Mais ce sera quand même un adversaire difficile à aborder. Donc méfiance. J'ai quand même confiance avec ce qu'on a pu voir sur les 2 premiers matchs. Sur le 3e, c'était plus poussif. L'Australie est théoriquement meilleure, en tout cas sur le talent individuel, peut-être que l'Allemagne. Mais faudra quand même du coup s'en méfier. Voilà. Soyez branchés à 18h. On espère que les Bleus vont le faire. Que Gabby Williams, Marine Johannes, Marine Fotou, Iliana Rupert et compagnie vont nous faire des belles prestations pour après atteindre les demi-finales ou par chance en tout cas, si on atteint les demi-finales, ce sera pas Team USA tout de suite parce que le tirage au sort a placé Team USA dans l'autre partie de tableau. Si les Bleus gagnent, elles seront opposées aux vainqueurs de l'autre partie de tableau. Il y a Serbie-Australie à 11h, encore Serbie-Australie, la revanche du match des garçons d'hier. Un match aussi à suivre à 14h30 entre la Belgique et l'Espagne, et c'est cette affiche-là qui déterminera aussi l'adversaire potentiel des Bleus si elle se qualifie. Je pense que les Belges, j'espère que les Belges, vous savez que l'affection que je porte à cette équipe, j'espère que les Belges vont faire le job contre l'Espagne et l'emporter pour aller en demi-finale, et qu'on aura un fraternel France-Belgique pour les demi-finales. Dernier quart de finale à 21h30, toujours les États-Unis en prime time. Les États-Unis qui vont se promener contre le Nigeria, cette vaillante équipe du Nigeria qui a posé des problèmes à beaucoup de monde. Pas à l'équipe de France qui s'est imposée contre le Nigeria, mais à d'autres équipes, notamment l'Australie. Donc voilà, si vous voulez voir un match de gala, une nouvelle démonstration de Team USA, une démonstration de puissance, ce sera à 21h30. Connectez-vous à 18h sur vos écrans, vos tablettes pour regarder les Bleus, pour les soutenir contre l'Allemagne. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt.